BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette émission BFM Crypto, le club en direct à 15h. On va parler aujourd'hui beaucoup de sécurité dans cette émission. Les options pour les investisseurs, quels sont les risques aussi, quelles sont les situations très concrètement pour les Français, pour les plateformes, les solutions qui s'offrent à nous aussi pour nous couvrir dans un univers, le numérique, qui tend beaucoup de pièges. On en parle beaucoup en ce moment. Mes invités aujourd'hui, Jean-François Rocher, vice-président exécutif et responsable de l'activité Consumer Wallet chez Ledger. Bonjour Jean. Bonjour. Ravi de vous avoir sur ce plateau. Rémi Dalizet à vos côtés, fondateur de Protéger vos cryptos. Bonjour Rémi. Bonjour Sandra. Et Alexandre Lézé est avec nous aussi, fondateur de Capital B, la plus grosse Bitcoin Treasury Company du pays, on peut le dire. Exactement. Merci d'être sur ce plateau également. Vous pouvez nous poser vos questions, vous le savez, à notre adresse crypto au singulier @bfmbusiness.fr. On répond à vos questions tous les jeudis pendant une demi-heure, que ce soit des questions de novices ou des questions d'investisseurs avertis. Posez-les-nous en tout cas, ça tombe dans la boîte et on y répond évidemment. Le club BFM Crypto, c'est parti. Avant tout, j'aimerais poser cette question à vous trois, faire un tour de table sur quels sont réellement aujourd'hui les problèmes de sécurité qui sont les plus visibles, les plus peut-être ceux auxquels vous faites le plus attention aujourd'hui en tant que professionnel du secteur. Alexandre. Les faits sont un petit peu rudes. 70% des cas de violence envers les professionnels du secteur ont eu lieu en France, dans le monde. C'est le pays le plus dangereux pour ça. C'est le pays aujourd'hui le plus dangereux dans le domaine. Et par ailleurs, il y a aussi des obligations de déclaration qui sont parmi les plus hautes dans le monde. Et l'accumulation entre ces deux éléments et les risques en termes de protection, c'est-à-dire que la police intervient souvent après que ces éléments arrivent, font qu'il y a de nombreux risques. Du point de vue d'une société cotée, c'est un petit peu différent, puisque pour nous, la responsabilité, elle est gérée à travers une banque, à travers des banques régulées. Donc le management n'a pas accès aux clés du Bitcoin. Et il y a des processus extrêmement longs. Le cas d'usage d'une banque, c'est d'être lente. Et le cas d'usage d'une banque, c'est de recourir à des auditeurs, à des avocats. Oui. Et donc, il n'y a pas une seule personne qui peut avoir accès. Et la société elle-même n'y a pas accès. Donc, ça fait vraiment une plus grande protection. Ça fait une barrière. Ça fait une barrière. Et de ce point de vue-là, l'intégration de Bitcoin dans un environnement bancaire régulé aussi est à relever, puisque la France a également du retard sur ce point de vue-là. Les États-Unis sont aujourd'hui en avance sur le développement des ETF, le développement de l'activité bancaire autour du Bitcoin. Et donc, le fait que l'Europe soit aussi à la traîne d'un point de vue technologique et d'adoption de manière générale est aussi quelque chose qui peut mettre en danger les particuliers. Et c'est là où nous, on offre aussi une solution pour les particuliers dans un environnement régulé. Ouais, on va voir effectivement que ça fait partie des solutions, des options qui sont peut-être un peu moins risquées pour les investisseurs. Effectivement, les risques, Rémi, vous les côtoyez tous les jours. Ceux que vous avez identifiés qui vous inquiètent le plus, c'est quoi? Alors, il y a trois grands risques dans la clientèle que j'accompagne aujourd'hui qui sont, je le rappelle, leurs propres banquiers. Ils sont en self-custody, ils utilisent des solutions comme des hardware wallets, comme Ledger et d'autres. Et donc, en fait, ils sont face à, je dirais, trois risques majeurs. Le premier, c'est tout ce qu'on va appeler tentative de phishing ou arnaque de cette sorte-là qui vont faire qu'ils vont se faire voler leurs fonds et puis là, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de... Oui. J'appelle mon avocat où en fait les fonds ont disparu. Il y en a un deuxième puisqu'ils sont exposés en fait à des échanges décentralisés, ce sont les hacks de protocoles. Récemment, il y a eu encore un hack, je crois, de l'ordre de 280 ou 290 millions, la société, le protocole Drift. Et le troisième, c'est la menace physique qui est grandissante. Alexandre le rappelait en intro. Aujourd'hui, je dirais que, en tout cas, les clients que j'accompagne s'inquiètent surtout du risque physique, puisqu'avec les fuites de données d'un côté, le moyen de détention qui revient finalement à avoir un coffre-fort à la maison avec des pièces d'or font que ces personnes-là se sentent de plus en plus vulnérables et pas forcément encadrés. On l'a dit dans cette émission, déjà vous l'aviez expliqué, qu'effectivement le risque physique, les agressions physiques, c'est la conséquence effectivement des fuites de données, ça va avec. Jean-François, de votre côté, vous travaillez sur les outils Ledger, justement sur la responsabilité, le fait que chacun détienne ces cryptos. Qu'est-ce que vous identifiez comme risque majeur actuellement ?
Ouais, il y a, comme Rémi vient de le dire, je pense qu'il y a effectivement un risque qui est associé au fait de s'engager dans des transactions qui ne sont pas les bonnes et de ne pas faire les bonnes choses. Donc on a parlé d'un certain nombre de risques, mais il y en a un aujourd'hui avec de plus en plus de moyens d'accès finalement à votre téléphone, à votre ordinateur. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle, Ouais. à qui vous allez donner des pouvoirs spéciaux, qui va pouvoir agir sur votre téléphone, votre ordinateur. On parlait aussi du phishing. Le phishing, aujourd'hui, c'est représenter quelque chose sur l'écran de votre téléphone ou d'ordinateur qui n'est pas la vérité. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on crée un écran sécurisé, ce qu'on appelle le Secure Screen, c'est le Signer Ledger. C'est des petits appareils, ça fait cette taille-là, hein, c'est pas très mystérieux, qui vous permettent de voir la vérité de ce que vous allez signer. Et donc, par rapport à ce risque de se dire, je vais m'engager dans une transaction qui n'est pas la bonne, je vais me connecter sur un site qui n'est pas le bon, je vais envoyer de l'argent au mauvais endroit, aujourd'hui, c'est la technologie qu'on a développée. Et c'est ce que fait Ledger maintenant depuis plus d'une dizaine d'années, avec un écran plus large qui vous permet de voir ce que vous faites. Parce que c'est ça l'essentiel. Ledger, c'est 8 millions d'appareils vendus, 165 pays couverts, effectivement. Vous vendez depuis plusieurs années des dispositifs comme ça. Au fur et à mesure de la technologie, de vos innovations, vous avez avancé principalement justement sur cet aspect de sécurité pour protéger au maximum les fonds. C'est ça finalement sur quoi vous travaillez le plus? Je dirais il y a trois axes. Il y a un axe, on va dire ce qu'on appelle en anglais la privacy, la vie privée. Donc la protection de vos données, on en a parlé. Ouais. Il y a un axe qui est la sécurité, qui est la fondation de tout. Et après, il y a la praticité d'utilisation. Ouais. Donc comment on fait des appareils plus simples, plus jolis, qu'on a envie d'avoir avec soi, avec un écran bien clair où on voit ce qu'on fait. Comment on fait une application qui est facile à utiliser pour retrouver finalement dans l'univers des assets digitaux la praticité qu'on a pu connaître au fur et à mesure du développement de la tech sur les 25 dernières années. Vous lancez le Ledger Wallet 4, alors c'est une application et c'est un tout et c'est ce que vous mettez en avant justement, c'est le côté un peu plus facile d'utilisation, un peu plus fluide. C'est vrai que quand on se met à utiliser un cold wallet, c'est pas forcément facile, c'est pas forcément, on n'a pas cette connaissance-là, c'est une vraie méthode à suivre. Là, ce que vous lancez là, c'est plus simple d'utilisation? Oui, beaucoup plus simple. Et je dirais, on a réchauffé le cold wallet, pour reprendre l'expression cold wallet. Il est plus très cold. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire différentes choses avec. Vous pouvez gérer effectivement un portefeuille d'assets digitaux. Donc vous pouvez faire l'ensemble des opérations dans l'application, et plus facilement qu'avant, plus rapidement. Vous retrouvez la praticité d'utilisation finalement d'un exchange. La deuxième chose que vous pouvez faire, vous pouvez vous connecter sur un certain nombre de sites. Donc on parle de finances décentralisées. Vous pouvez utiliser votre signer pour vous connecter directement. Donc vous n'êtes pas prisonnier d'un écosystème. Et puis la troisième chose, c'est que vous pouvez s'en servir pour envoyer, recevoir de l'argent. Vous pouvez recevoir de l'argent directement sur votre portefeuille via un numéro de compte bancaire. Vous avez une carte qui est associée, donc vous avez quelque chose qui vous permet aussi d'effectuer des transferts, des paiements. Donc tout ça dans un seul, effectivement, ensemble. C'est destiné à qui? C'est destiné à tout le monde. C'est pour ça qu'on le fait plus joli et plus facile, pour sortir un peu de ce qu'on a pu appeler un moment le business to geek, Ouais. et arriver à quelque chose qui concerne l'ensemble des consommateurs. Vous le disiez, on est présent dans 165 pays. L'utilisation, elle est un peu différente suivant les endroits. Les endroits où c'est vraiment nécessaire, les endroits où c'est une nouveauté. Mais aujourd'hui, on est en train de rencontrer une audience qui a adopté finalement cette idée de se dire j'ai besoin d'un écran à part et que je peux pas faire confiance juste à mon téléphone et mon ordinateur. C'est souvent que Rémi, vous nous dites que le problème dans les attaques, dans les fuites de données, c'est l'investisseur lui-même, c'est son comportement, c'est le fait qu'effectivement il ait répondu à un phishing, c'est le fait qu'il ait perdu ses données parce qu'il les a mises sur un cold wallet par exemple. Quelle est la meilleure solution quand on est investisseur? Il n'y en a pas tant que ça qu'on choisit encore, les détenteurs de crypto, un cold wallet pour les utiliser, parce que cette responsabilité-là, elle est lourde justement en termes de danger derrière. Je vais vous demander votre avis à tous les deux, mais Rémi, c'est quoi la meilleure méthode? C'est de laisser ça sur la plateforme sur laquelle on a acheté ces cryptos et on laisse la responsabilité et la sécurité à cette plateforme, ou au contraire, c'est effectivement de s'en charger soi-même? Alors je dirais qu'il y a débat, mais vous avez différents profils. Déjà, par rapport aux plateformes, il faut voir aussi comment le contexte de la sécurité et de la réglementation a évolué. On part d'une situation il y a, je dirais, une quinzaine d'années où c'était le Far West. Vous aviez des hacks de plateformes assez réguliers et il y en a encore à 2026 où beaucoup de plateformes sont régulées avec des exigences de fonds propres, de réserves de liquidité, etc. Donc on pourrait se dire
qu'une partie en fait de la population pourrait se dire bon, être son propre banquier, c'est une responsabilité trop grande pour moi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse mon argent sur une plateforme? Ça s'entend. Est-ce que je diversifie le risque, une partie sur une plateforme, une partie sur une autre ou une partie sur une clé? Ou est-ce que maintenant, avec d'autres façons d'investir sur de la crypto, des Bitcoin Treasury Company, des établissements bancaires et financiers qui s'y mettent aussi, on peut imaginer qu'une partie de la population souhaite aller sur ces solutions pour ne pas avoir à assumer une certaine responsabilité, avec la contrepartie qu'elle délègue le contrôle et la sécurité à ces plateformes. Et bon, voilà, ça peut marcher dans certains pays, ça marche moins dans d'autres, donc c'est assez personnel. Pour ceux qui sont en self-custody, eh bien, Jean-François l'a rappelé, les solutions deviennent de plus en plus faciles à utiliser. Il y a un combat d'éducation à faire, et puis aussi il y a une vraie prise de conscience. Quand on veut être responsable, il faut prendre certaines mesures, il faut accepter les contraintes, la friction pour le niveau de contrôle et de sécurité qu'on souhaite pour ces actifs. Jean-François, votre avis sur cette question? Alors, tout investisseur ne se ressemble pas, évidemment. Il faut se connaître en tant qu'investisseur pour savoir si on les conserve soi-même. On va avoir un avis qui va être un peu partagé. Pourquoi? Parce que moi, je représente la partie plutôt grand public, ce qu'on appelle le business consumer chez nous. On a aussi une partie enterprise qui, en fait, génère des solutions pour les gens qui font la custody pour vous, donc pour les exchanges. Donc on travaille avec tout le monde. Et puis, avoir ces assets digitaux, c'est pas forcément les avoir dans un seul endroit. Je pense qu'on peut être beaucoup plus fluide que ça et réconcilier les deux. Et en fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est pas tellement où est-ce qu'on stocke, je dirais, le stock, c'est l'enjeu du flux et des décisions que vous pouvez prendre. Et donc, ce qu'on peut représenter aujourd'hui, c'est cette liberté. Voilà, je veux faire mes choix, je veux pas passer par des intermédiaires, je veux pas qu'on m'impose un choix. On parlait de l'application tout à l'heure, l'application elle permet de comparer des solutions. On fait rien nous-mêmes, entre guillemets. On permet de comparer et de faire votre choix. Et donc cette liberté de choix, ça vous est donné par le fait que vous avez vos propres clés, que vous avez ce signer, cet écran sur lequel vous décidez ce que je veux faire. Mais ça ne vous empêche pas d'utiliser d'autres solutions en parallèle et d'être, comme on disait, beaucoup plus fluide dans l'approche de vos assets digitaux. Voilà, il faut se connaître, effectivement. Il faut prendre cette décision et puis il faut assumer derrière. Il faut bien respecter ces règles-là. Et comme vous avez commencé à le dire tout à l'heure, Alexandre, il y a une autre solution, c'est pas acheter directement du Bitcoin, c'est passer par d'autres façons d'investir finalement. En quoi finalement acheter des actions de Bitcoin Treasury Companies, c'est plus sécurisé, c'est plus sûr, dans ce contexte où le secteur est particulièrement sensible à ça? Dans 10 ans, 90% des bitcoins seront détenus à travers le système financier de manière générale. C'est le sens de l'histoire, c'est ce qu'on a observé avec l'or. Aujourd'hui, il y a 20 fois, 100 fois plus d'instruments financiers autour de l'or que d'or physique lui-même. Ça va être la même chose pour le Bitcoin. Le marché du Bitcoin, on le compare souvent avec la taille de la capitalisation boursière de l'or, c'est-à-dire de faire x10, x20, etc. Et on oublie parfois les enjeux technologiques autour de ça. Ça ne veut pas dire que ce que fait Ledger n'est pas important. Au contraire, ça permet toujours d'offrir cette optionnalité-là. Il va toujours y avoir de plus en plus de personnes qui vont adopter du Bitcoin et choisir l'option de la souveraineté individuelle totale. Ceci étant, la souveraineté individuelle totale, ça implique aujourd'hui l'anonymat complet. Parce que sinon, alors ça veut dire que la solution la plus sécure, dans 99% des cas, ce sera un titre financier qui offre une exposition au Bitcoin de différentes manières. Un ETF Bitcoin, une Bitcoin Treasury Company. Et après, quand on dit Bitcoin Treasury Company, il y a à boire et à manger. Donc, ce que fait Capital B, c'est d'avoir des piliers très clairs. C'est lever du capital, accumuler du Bitcoin, le garder à tout jamais, ne pas le vendre, ne pas le perdre. Et donc, quand on mentionne ces enjeux de sécurité, on a pris ça au sérieux dès le début et on a été extrêmement transparent en disant voilà, le Bitcoin est conservé de manière sécurisée dans cet environnement bancaire régulé et qui impose des contraintes de temps très longues. Toute demande qui irait à l'encontre de la stratégie de la société est réputée frauduleuse. Et il y a des avocats, il y a des auditeurs, le processus est extrêmement long. Donc ça, c'est la protection ultime dans un PEA, dans une assurance vie. Et quand les investisseurs après souhaitent aussi voyager, on voit que Hong Kong maintenant impose aux utilisateurs de dévoiler les instruments qui ont des éléments cryptographiques quand on va à l'aéroport. Donc on avait l'habitude de dire oui, l'or, on peut pas le transporter en avion, etc.
Oui, mais si on doit tout dévoiler, alors le titre financier dans un environnement financier traditionnel, je ne parle pas d'un compte courant, un compte courant qui peut être sujet à des faillites bancaires, etc. Je parle d'un instrument financier dans des éléments liés à la gestion de patrimoine traditionnel qui facilite tous ces éléments de la vie aussi d'un individu, d'une famille, etc. Et au-delà de ça, c'est aussi le potentiel même de surperformer le Bitcoin. Là, on est en plein bear market. Capital B fait plus 20% sur un an et Bitcoin moins 20%. Bitcoin, il est sur le très long terme. Mais ce que fait Capital B, c'est toujours accumuler plus de Bitcoin, augmenter le nombre de Bitcoin par action et au fur et à mesure augmenter l'exposition au Bitcoin des investisseurs. Je demandais tout à l'heure à Jean-François si tout le monde pouvait finalement assumer le fait d'avoir un cold wallet et d'avoir la responsabilité de ces cryptos. Est-ce que tout le monde finalement a le bon profil pour faire appel à une Bitcoin Treasury Company, ou c'est pareil, il y a des investisseurs, il vaut mieux qu'ils achètent plutôt du Bitcoin et à l'inverse d'autres plutôt faire appel à vous? Alors, si on ne veut faire confiance à personne, alors il faut acheter du Bitcoin en direct, aller voir Ledger et effectivement devenir sa propre banque. Ceci étant, ça implique les risques qu'on a mentionnés juste avant. Et comme je l'ai mentionné, à partir du moment où on n'est pas en mesure d'assurer l'anonymat complet, alors ça devient extrêmement compliqué et la majorité des investisseurs, 90-99%, vont choisir d'avoir peut-être la majorité, voire la quasi-totalité de leurs actifs dans un environnement traditionnel de ce type-là. Et c'est pour ça que l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est d'adresser 3 risques de faillite au niveau européen. Le premier, c'est un risque de sécurité. La sécurité dont on mentionnait juste avant, le fait de ne pas pouvoir assurer la sécurité de ses citoyens et le fait de voir tout un secteur, en fait, avoir peur d'un pays comme la France. Le deuxième, c'est un enjeu économique. Finalement, on a 4 ans de retard sur les États-Unis. On doit encore expliquer ce qu'est le Bitcoin, est-ce que le Bitcoin est bien ou mal, etc. On essaye, Alexandre. C'est pas facile tous les jours. 4 ans, c'est la différence entre Microsoft Teams et ChatGPT. Ouais. Mais c'est abyssal. Ça veut dire qu'on prend un retard considérable, quasiment irrattrapable. Et la conséquence ultime, c'est un risque de faillite financière. Parce que si on a un risque sécuritaire et un risque économique, quelle est la seule solution pour un État ensuite pour résoudre les deux problèmes? La planche à billets. Et donc, Capital B vient fournir une forme d'exposition au Bitcoin avec une action qui a vocation à amplifier l'exposition au Bitcoin au fil du temps pour se protéger d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue économique et prendre une avance par rapport à cet événement inévitable d'impression monétaire dans le futur. On va revenir sur le pur aspect sécurité. En effet, vous parliez tout à l'heure de réglementation, de la DAC8, du fait qu'on doit fournir des informations maintenant au plus haut niveau qui ne seront certainement pas protégées. Rébinalise, finalement, est-ce que ces réglementations-là ont été mises en place en connaissance de cause, en connaissant ces risques que ça fait peser sur le secteur et sur les investisseurs crypto? Alors, on peut séparer 2 niveaux. Le premier, vous l'avez mentionné rapidement, DAC8. DAC8, pour moi, c'est normal, c'est attendu, c'est de la transparence fiscale, coopération internationale entre États et gouvernements. Ça existe déjà avec des comptes bancaires ouverts à l'étranger. Oui. Donc, on ne peut pas être étonné que ça existe dans le secteur de la crypto. Mais justement, ce cadre, il a été mis en place pour faire en sorte qu'à partir du moment où on repasse de la crypto à un système fiat, il y a des garde-fous, des barrières, des contrôles d'identité, d'origine des fonds, pour éviter justement qu'il y ait cette fraude fiscale, sociale, blanchiment à échelle internationale. Bon. Maintenant, s'attaquer à la self-custody en France, c'est une spécificité. D'ailleurs, là, ça passe à l'Assemblée nationale. On va y revenir, bien contre sûr. même l'avis de la DGFiP qui n'en veut pas. Parce que finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à chaque individu qui a un coffre-fort chez lui de dire s'il a des louis d'or, de l'argent, des bijoux ou des tableaux de valeur. Donc cette spécificité-là sur la crypto, c'est quand même aller un cran très 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 loin dans la vie privée, dans la propriété privée, dans une certaine liberté pour aller chasser potentiellement des fraudeurs, de toute façon qui ne feront pas ce déclaratif et qui connaissent d'autres moyens en fait de frauder. Donc
Est-ce qu'ils n'ont pas pris la mesure de ce à quoi ils exposent les citoyens? Je me demande comment c'est pas possible qu'ils n'aient pas pris cette mesure. Il y a des fuites de données autant dans le domaine public que dans le domaine privé tous les jours, de plus en plus. La France, elle est aussi championne du monde en ce moment sur les fuites de données. Oui, ça me paraît aberrant personnellement qu'on n'ait pas pensé à ça avant de mettre en place une mesure qui sera certainement retoquée, je l'espère, mais qui reviendra peut-être plus tard, mais pour un effet complètement minime, quoi. C'est une suspicion généralisée de fraude, parce qu'il n'y a aucun événement fiscal. Hein. Vous déclarez un patrimoine crypto et aucune cession. Je veux dire, c'est aberrant pour moi. Oui, Jean-François, effectivement, je pose la question. En tant que membre de Ledger, vous êtes premièrement concerné par cette mesure adoptée par l'Assemblée nationale dont on parle ici. Il faudrait déclarer ce qu'il y a sur les ledgers à partir du moment où ça dépasse 5 000 €. Ça peut effectivement être très vite retoqué par la commission mixte paritaire, mais chez Ledger, vous l'avez pris comment ? Alors, j'écoutais ce qui a été dit par... le marché français est un marché important chez Ledger. Il ne faut pas qu'on ait un discours décliniste sur la crypto française, parce qu'il y a énormément d'innovation. Il n'y a pas que Ledger, il y a plein de sociétés crypto qui sont présentes chez vous régulièrement, qui innovent à l'échelle mondiale. Et après, effectivement, il y a toujours une question d'ajustement des régulations et de prise de conscience des régulateurs de certains besoins d'une industrie. Ça fait 25 ans que je suis dans la tech, je l'ai vu au début des années 2000, il y avait des discussions sur c'est quoi les plateformes, quelle est leur responsabilité. J'espère qu'on va y arriver. Je suis moins impliqué dans le débat français que vous l'êtes autour de ce plateau. J'espère qu'on va y arriver et surtout qu'on va protéger les données. Parce que la protection des données personnelles, ça c'est essentiel. Et savoir s'équiper, que ce soit finalement des gouvernements, que ce soit des entreprises, que ce soit des banques demain, pour gérer des assets digitaux et gérer de la donnée personnelle avec le maximum de sécurité. Je pense que c'est ça l'enjeu. Et derrière, ensuite, chaque gouvernement va trouver sa propre approche. Mais encore une fois, je trouve qu'il y a vraiment un engouement. On n'est plus dans la chapelle j'ai ma crypto à moi, self-custody, ou je suis sur les exchanges. Je parlais de fluidité tout à l'heure. Les gens n'ont pas forcément beaucoup d'argent sur leur wallet. Je pense que là aussi, il faut sortir d'un mythe. On se dit les gens ont fait fortune. C'est un investissement normal pour la plupart des gens. Ils vont aller parfois accéder à d'autres produits qui ne sont pas disponibles dans le monde centralisé, dans le monde décentralisé, et passer de l'un à l'autre. Je pense que c'est ça surtout que je retiens. Pour autant, une mesure comme ça, si elle passe, même si ça n'a pas l'air d'être le cas, vous, chez Ledger, ça ne va pas freiner l'adoption des produits, par exemple ? Ça a quand même ce risque, peut-être ? On va regarder ce qui se passe. Je pense que Rémi en a parlé assez brillamment sur le fait qu'il y a des discussions qui sont en cours. Et puis, ce qu'on peut retenir, nous, effectivement, c'est que la protection des données privées, ça peut être un risque que les gens retiennent, mais dans l'absolu. C'est pas que ces données-là. Vous avez des patrimoines qui sont déclarés au fisc qui peuvent être très importants également. Il y a d'autres questions dans d'autres domaines. Donc, je pense que c'est pas réservé à la crypto. Et aujourd'hui, la crypto, c'est un bien assez commun. Finalement, la plupart des gens ont commencé à investir dedans. Bon, ça affole pas. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Effectivement. Ça affole jamais. On regarde avec attention. Pour terminer, il nous reste 3 minutes. Les bons gestes à avoir pour les investisseurs. Vous allez me donner votre avis tous les trois. Dans ces circonstances, on l'a dit tout à l'heure, c'est par eux que ça passe. Les problèmes de sécurité, le plus souvent, c'est des mauvaises habitudes, c'est des mauvais réflexes, c'est une mauvaise formation. Quelques conseils, Rémi. Je sais que j'ai pas assez de temps pour vous, mais allez sur Internet, tapez comment sécuriser ses cryptos, comment protéger ses données. Il y aura des réponses beaucoup plus importantes que celles que je vais donner. On n'aura pas le temps, mais faites attention aux données que vous laissez en permanence. Demandez-vous si vous devez laisser un email nominatif ou pas. Demandez-vous si vous avez vraiment besoin de laisser votre numéro de téléphone. Ayez une logique un petit peu d'usage segmenté entre est-ce que je fais de l'e-commerce, est-ce que j'achète de la crypto, est-ce que je navigue sur Internet. Et à l'endroit de la crypto en particulier, si vous êtes en self-custody, soyez vraiment vigilants sur les protocoles avec lesquels vous allez signer des transactions. Ne cédez pas en fait aux sirènes du gain rapide. Quand on vous appelle pour vous faire passer pour se faire passer pour Ledger par exemple ou pour une autre société, redoublez de vigilance. Personne ne vous appelle pour vous dire il y a un problème, on va vous aider. J'ai envie de dire que il faut déjà reprendre un petit peu du recul et s'éduquer parce qu'on ne peut pas
constamment rappeler en fait aux personnes ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il faut aussi prendre cette responsabilité. C'est une hygiène numérique, effectivement. Alexandre? Je crois qu'il faut nommer les choses. D'abord, on parlait des enjeux de déclaration et comment ça pourrait être lié aux enjeux de sécurité. À mon sens, ça n'a rien à voir. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont beaucoup de déclarations et pourtant, ils ne sont pas le pays numéro 1 au monde où il y a ce type de problématique. Et donc, le vrai problème, c'est un enjeu de sécurité. Et c'est un enjeu aussi de capacité de l'État à pouvoir maintenir confidentielles les données qu'il recueille. Et à la fin, c'est un enjeu de privatisation, de mise en concurrence, parce que une entité qui n'est pas soumise à la concurrence des marchés, qui collecte des données, elle n'est pas nécessairement incitée à s'améliorer au fil du temps. Je pense que ça, c'est le vrai problème. C'est cet enjeu de sécurité au-delà même de la présence d'informations. Et ensuite, en termes de conseils pour les investisseurs, je pense que le plus important, c'est de se faire confiance dans son appréciation de son propre risque, de sa présence aussi en ligne et bien entendu de traiter le Bitcoin comme s'il valait déjà 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars. Avoir conscience que ce qu'on manipule là, c'est la réserve de valeur mondiale en émergence et qu'il faut donc y faire très attention. Et les investisseurs professionnels ont tendance à se tourner, comme je le mentionnais, vers des titres financiers. Jean-François, pour finir. Faites-vous confiance, effectivement, et ne faites pas confiance à l'écran de votre téléphone ou votre ordinateur. C'est ça que je pense que je retiens. Le laboratoire de cybersécurité de Ledger a révélé une faille des puces Mediatek qui permettaient d'accéder aux données de 870 millions de téléphones Android. Donc on ne peut plus faire confiance, encore moins aujourd'hui à l'heure de l'agentique, à son téléphone, son ordinateur. Donc il faut un écran sécurisé pour voir ce qu'on fait. Voilà, faites attention à ce que vous avez entre les mains. Merci à tous les trois pour cette émission. Jean-François Rocher, vice-président exécutif et responsable de l'activité Consumer Wallet chez Ledger. Rémi Dalis, fondateur de Protégez vos cryptos. Alexandre Lézé, fondateur de Capital B. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans cette émission. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Passez une bonne après-midi sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.